Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Handicap, projet et réinsertion. Questions contemporaines. Collection dirigée par B. Péquignot et Desroland. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Derniers ouvrages parus. Éric Sartori, Le socialisme d'Auguste, 2012. Jean-Christophe Torres, Du narcissisme. Individualisme et amour de soi à l'ère postmoderne, 2012. Yvon Olivier, La désunion française. Essai sur l'altérité au sein de la République, 2012. Joachim Marcustiff, La société sous-informée, 2012. Michael Laclos, Le grand plan, Nouvelle stratégie de la globalisation capitaliste, 2012. Michel Juffé, Quelle croissance pour l'humanité, 2012. Daniel Estevez, Représenter l'espace contemporain, projets et expérimentations architecturales dans les aéroports, 2012. Stéphane Jacot, en collaboration avec Yves Charpenel, La justice réparatrice, 2012. Émilie Picou, Démythifier la maternité. Concilier foi chrétienne et droit à l'avortement, 2012. Lucas Stella, L'invention de la crise. Escroquerie sur un futur en perdition, 2012. André Hortolan, Rétablir les finances publiques, garantir la protection sociale, créer des emplois, 2012. Bernard Gourmelin. Handicap, projet et réinsertion. Analyse des processus des constructions identitaires pour les travailleurs handicapés. Préface de Jean-Luc Blaise. Du même auteur. Le manuel des écoles de football et du jeune footballeur, en collaboration avec Marc Barthélemy, 1985, édition Chiron. La validation des acquis de l'expérience, 2006, L'Harmattan. Petit métier pour grand service dans la ville africaine, en collaboration avec Jean-Michel Leroux, 2011, L'Harmattan. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 96 462 4. EAN 9 782 296 964 624. Avertissement au lecteur. Ce livre se veut le témoignage d'une expérience vécue, il y a quelques années dans le domaine de la réinsertion socio-professionnelle de personnes reconnues comme travailleurs handicapés pour ses aspects pédagogiques, méthodologiques et analytiques. Il va sans dire que les dispositifs administratifs ont été largement modifiés depuis. Ils ne font pas dans cet ouvrage l'objet d'une réactualisation. En effet, on peut penser que malgré les évolutions rencontrées, ce qui paraît pertinent ici, est de se demander si les aspects pédagogiques, méthodologiques et analytiques abordés ne restent pas totalement d'actualité et ne pourraient pas être réutilisés. Inciter un adulte à se former et lui permettre de s'orienter, constituent deux aspects d'un seul et même problème. Bertrand Schwartz. Préface. En ce temps-là. C'est ainsi que l'auteur aurait pu commencer son ouvrage, tant les dispositifs, les sigles et les rouages de l'administration signent une autre époque. Profitant de sa retraite, Bernard Gourmelin tient à laisser une trace de son action de formateur, d'ingénieur de formation et de médiateur de l'insertion. Il a consacré une grande partie de sa vie professionnelle à l'accompagnement de personnes en situation de handicap. L'expérience relatée ici date d'une quinzaine d'années. En ce temps-là, apparaissaient les chargés d'insertion et autres médiateurs. La loi de 1987 en faveur de l'emploi des personnes handicapées poussait les entreprises et les institutions à rechercher des passeurs, des faiseurs de pont entre le monde du handicap et le monde économique. Dès 1992, pour répondre à cette demande sociale nouvelle,
à l'initiative de l'HFIF, l'Université de Rennes 2 et le réseau des collèges coopératifs ont élaboré et mis en œuvre le DUPITH, diplôme universitaire des professionnels de l'insertion des travailleurs handicapés, devenu depuis le DPITSH, diplôme de chargé de projet d'insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap, diplôme certifié niveau 2. Bernard Gourmelin a suivi ce cursus au sein d'une des premières promotions. Depuis, le paysage concernant le champ du handicap s'est totalement modifié. En 2005, une révolution culturelle s'est engagée avec la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Dans son article 2, ce texte précise que l'État assure le maintien des personnes handicapées dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. La vie ensemble s'organise autrement. D'ailleurs, la définition même du handicap est modifiée. Elle est maintenant précise et large. Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou trouble de santé invalidant. Pour repérer cette révolution culturelle, il est nécessaire de prendre en compte des choix politiques contrastés et déterminants. On passe d'une option de discrimination positive à un principe de non-discrimination. Par définition, la discrimination consiste à opérer de manière coercitive, sur des critères et caractéristiques précis, une distinction entre des groupes envers lesquels on adopte une attitude particulière. Qualifiée de positive, elle ambitionne de favoriser l'intégration dans la société globale du groupe visé, en élaborant des lois contrecarrant l'exclusion naturelle dont il souffre. La discrimination positive en direction des personnes handicapées procure donc à celles-ci un certain nombre de droits, juridiquement établis, qui reposent non pas sur une volonté d'exclure, mais de contrer les effets d'une situation d'exclusion. C'est par exemple un traitement préférentiel compensatoire sur le marché du travail. Tout un ensemble de règles et de dispositions législatives a donc pour mission de parer l'état d'exclusion ou la tendance à l'exclusion sociale dont pâtissent les personnes handicapées. Au fil du temps, les personnes handicapées ont bénéficié de mesures de discrimination positive construisant une obligation d'emploi. Constituant un droit spécifique, il ne peut s'appliquer à tous, son accès est donc conditionné par une reconnaissance administrative. Cependant, marquer pour mieux compenser introduit une logique de population. On peut y voir un statut de la différence plus qu'un vecteur d'intégration. D'autre part, discriminer positivement, c'était aussi soutenir un secteur spécialisé, constitué par les établissements et les services créés, développés et gérés le plus souvent par les associations. L'une des conséquences observées était le manque d'implication des autres secteurs de la vie sociale. Ils se sentaient exemptés de prendre des dispositions pour intégrer les personnes handicapées de facto, se constituaient et s'organisaient, à part, un monde, un secteur ou un champ, fort de l'ancrage du handicap dans la lésion ou la maladie, donc du droit à compensation, fort aussi d'être comme une sorte d'état-providence parallèle. Chacun sait qu'à l'époque, c'est ainsi qu'était perçu l'HFIF. L'action exemplaire décrite dans cet ouvrage se situe dans cette dynamique de discrimination positive. La loi de 2005 effectue un basculement. À cette approche, on peut en opposer une autre, la non-discrimination. Ce principe de non-discrimination est clairement exprimé au chapitre 2 et à l'article 9 de la loi nouvelle. Dans une telle démarche, tout ce qui est proposé à une personne valide doit l'être à une personne handicapée. On peut alors parler de modèle participatif. Il ne se limite pas au seul reclassement des populations dites handicapées, mais ambitionne leur implication dans le corps social. Il s'agit dans cette perspective appuyée sur la participation, de doter les personnes en situation de handicap d'une égalité de traitement afin qu'elles détiennent, au même titre que les valides, des ressources leur permettant de faire des choix, de mener une vie aussi indépendante que possible et de participer à la vie de la cité. La société devient alors un système de coopération qu'il importe de construire, et chacun de ses membres est un coopérateur contribuant activement au développement du corps social. L'intégration scolaire et l'insertion professionnelle en milieu ordinaire, le maintien à domicile sont autant d'opportunités pour que tout citoyen,
indépendamment de sa particularité physique ou sociale, ait les mêmes chances d'appartenir et de participer à la vie collective. Cependant, la naïveté n'est pas de mise. En effet, dans une perspective de non-discrimination, les risques existent également pour les personnes handicapées. Elles ne sont pas discriminées dans les principes, mais elles ne sont pas nécessairement de bons concurrents. Ce sont des concurrents à handicap, pour reprendre l'origine hippique du terme que l'auteur évoque pertinemment. Il aurait pu aussi préciser que ce terme du sport porte consubstantiellement la notion d'égalisation des chances de tous. J'ai encore en mémoire cette remarque d'une chargée de mission insertion d'une union patronale. Ma tâche première est de vaincre les résistances socioculturelles à l'emploi des personnes handicapées, de gommer le conflit entre la qualification et l'image sociale liée au handicap, en ayant une démarche rationnelle auprès de l'entreprise. Ce constat date de 15 ans. Les choses ont-elles nettement changé ? La récente 15e semaine pour l'emploi des personnes handicapées faisait ressortir que, pour de nombreuses entreprises, le mot handicap renvoie presque systématiquement à l'idée d'un problème. La mutation majeure à retenir ici, c'est le passage du modèle intégratif, jugé trop passif et trop délégataire, à un modèle d'appartenance plus actif, plus individuel et mieux maîtrisé par chacun. Un tel basculement peut se résumer par cette phrase « Rien sur nous sans nous » ou « Nothing for us without us ». Ce changement n'est donc pas seulement français. En décembre 2006, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies adoptait la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées qui place la non-discrimination dans ses principes généraux. C'est la philosophie des droits de l'homme qui est en arrière-plan de la démarche. Par ailleurs, on postule qu'améliorer la situation des personnes ayant le plus de difficultés sera nécessairement bon pour tous. L'ouvrage de Bernard Gourmelin est intéressant à plus d'un titre. D'abord, on mesure les transformations du paysage qui se sont installées. Ensuite, on se pose inévitablement la question de savoir si les choses ont beaucoup changé dans la construction identitaire de la personne handicapée. C'est un changement de regard que nous sommes collectivement et individuellement invités à faire, mais cela ne peut s'imposer par décret. Enfin, il illustre la nécessité d'accompagner la personne handicapée en ne fixant pas le regard uniquement sur ses manques mais surtout sur ses capacités. Capacité plus possibilité, cette notion défendue par Amartya Sen II. Ainsi, dans une société devenue inclusive, pourrons-nous considérer la personne en situation de handicap comme autrement capable ? Jean-Luc Blaise. Docteur en anthropologie. Directeur du pôle recherche et développement IFPEC Rennes, http://www.ifpec.org/. 1. Le terme mainstreaming désigne cette démarche. Les besoins des personnes handicapées doivent être pris en compte, le plus en amont possible et de façon transversale, dans le processus de décision concernant l'ensemble de la population. Cette notion est liée à celle d'universal design ou conception universelle qui est la réalisation de produits, d'architecture et d'environnement pouvant être utilisables par toutes les personnes au sens le plus large possible. 2. Amartya Kumar Sen, bengali, est un économiste qui a reçu le prix Nobel dans son domaine en 1998 pour ses travaux sur la famine, sur la théorie du développement humain, sur l'économie du bien-être, sur les mécanismes fondamentaux de la pauvreté, et sur le libéralisme politique. La contribution révolutionnaire de Sen à l'économie du développement et aux indicateurs sociaux se trouve dans le concept de la capacité exposé dans son article Equality of What. Introduction. Cela peut paraître surprenant de publier, 15 ans après, une étude sur des actions d'insertion, d'évaluation et d'orientation à destination de travailleurs handicapés. En effet, j'ai retrouvé le mémoire réalisé, en novembre 1997, pour l'obtention du diplôme des hautes études en pratiques sociales, DHEPS option analyse des pratiques sociales, que j'ai préparé au sein du Collège coopératif en Bretagne. Avec le recul, aujourd'hui en retraite, je me suis demandé si ce document pouvait encore avoir un intérêt pour ceux qui œuvrent à l'insertion socio-professionnelle des travailleurs handicapés. De plus, n'était-il pas de mon devoir de laisser une trace indélébile,
voire même plutôt un témoignage de ce qui avait été considéré par beaucoup à l'époque comme une action exemplaire, si ce n'est innovante comme le prouve le film réalisé par Alain Casanova et Monique Saladin en 1995, Aux marges de la Citadelle 3. Auparavant, lors de la rédaction d'un premier mémoire, j'avais préparé le diplôme universitaire des professionnels de l'insertion des travailleurs handicapés, DUPITH, en 1995. Je m'étais focalisé sur les données statistiques que représentait le nombre de travailleurs handicapés suivant une formation professionnelle préqualifiante ou qualifiante à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, AFPA, soit 1,8% de la population des stagiaires en 1992. Pour l'année 1996, ce pourcentage était passé à 2,4%. Ces données statistiques confirmaient qu'il est sans doute difficile pour les travailleurs handicapés d'accéder à la formation. J'avais entrepris de poursuivre ces études universitaires tout en changeant de fonction, évoluant de formateur 4 dans un centre de formation professionnelle pour adultes à la fonction d'ingénieur de formation 5, au Centre national de ressources et de recherche pour la formation professionnelle des travailleurs handicapés. Ce changement professionnel me permet d'affirmer que je suis passé du rôle d'acteur à celui d'observateur et d'analyste. Cela m'a donné la possibilité de prendre plus de recul par rapport à cette recherche, qui est restée centrée sur la même population de travailleurs handicapés qu'auparavant. Je m'étais déjà interrogé sur le fait qu'il serait certainement intéressant de rechercher ce qui se passe dans les processus de reconstruction des identités professionnelles, pour ces stagiaires travailleurs handicapés en phase de réinsertion professionnelle. Ce questionnement m'a permis de supposer que si les travailleurs handicapés ont une identité professionnelle acquise tout au long de leur existence, celle-ci peut se reconstruire ou se modifier après que survienne le handicap et ses incidences. Mais alors, comment ces personnes peuvent résoudre la double confrontation de l'acceptation ou pas du handicap et de la construction ou pas d'un nouveau projet professionnel ? Comment passe-t-on de valide à invalide, de la norme au handicap ou au hors-norme, tout en passant d'un emploi ou d'un métier à un autre souvent sans rapport entre eux? Comment construire un projet professionnel lorsque l'on est dans l'incertitude de ce que l'on peut faire physiquement? Comment se construire une identité personnelle et professionnelle quand on ne sait pas ce que l'on peut encore faire ou devenir? Pour tenter de répondre à toutes ces questions, il m'est apparu nécessaire de préciser en préalable le contexte de la recherche en expliquant ce qu'est la formation pour les adultes et l'AFPA dans ses grandes lignes et surtout ses grandes directives pédagogiques. J'ai étayé mes propos sur l'étude de la population accueillie pendant ces stages d'insertion, d'évaluation et d'orientation réservés à ces travailleurs handicapés qui se sont déroulés dans ce centre de formation entre 1989 et 1994. Cette étude a été réalisée sur 127 dossiers de stagiaires. Elle a permis de mettre en évidence les différentes caractéristiques de ceux-ci. Ces observations sont complétées par une recherche plus théorique auprès de spécialistes sur des concepts ou notions comme l'identité, le handicap et le projet. Je me suis essentiellement inspiré des travaux de Claude Dubarcis sur le concept de l'identité sociale et professionnelle. À partir du cadre théorique construit par cet auteur, je propose d'en construire un autre qui met en jeu par une double transaction l'intégration ou non du handicap et l'élaboration ou non du projet professionnel pour tenter de définir la construction de 4 profils identitaires. Par la suite, je confronte ce cadre théorique à la réalité en me livrant à l'étude approfondie de 26 dossiers de stagiaires dont je retrace l'histoire de vie, les trajectoires de vie professionnelle concernant leur parcours professionnel. Ces stagiaires reconnus comme travailleurs handicapés sont venus participer à l'un de ces stages au centre de formation entre 1994 et 1996. Ensuite, j'ai tenté de les classer par catégorie de profils identitaires comme ceux précédemment déterminés. Après la comparaison de ces résultats, j'ai pu définir quelles sont les caractéristiques ou les particularités des stagiaires accédant ou non à une formation qualifiante ou professionnalisante et observer s'ils possédaient ou non des profils identitaires particuliers. Il m'est alors possible de proposer quelles perspectives peuvent être envisagées pour améliorer l'accès à la formation qualifiante ou professionnalisante, sachant que si la formation ne peut pas à elle seule régler le problème des reconstructions des profils identitaires pour les travailleurs handicapés,
elle peut peut-être fortement y contribuer? En fait, ce qui a été observé il y a une quinzaine d'années dans ce domaine de la réinsertion des travailleurs handicapés au travers de ces actions d'insertion, d'évaluation et d'orientation, ainsi que ce qui a pu être écrit par différents spécialistes et observateurs à cette époque, ne reste-t-il pas, ce jour, totalement d'actualité malgré toutes les évolutions législatives ou administratives? 3. Le film donne la parole à des membres et des stagiaires des centres de l'AFPA, Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, qui ont développé des actions significatives d'adaptation pour les travailleurs handicapés. Des stagiaires, actuels et anciens, dont le handicap ne se voit pas ou paraît léger, disent comment il a été une brisure professionnelle, entraînant l'incertitude d'une reconversion. L'AFPA a, selon ces acteurs de terrain qui ont tenté l'adaptation, des atouts sérieux à jouer dans ce créneau de l'insertion des travailleurs handicapés. Pourquoi ne les joue-t-elle pas davantage? Où sont les blocages? Ce film est destiné à la communication interne et à la sensibilisation dans un grand organisme de formation. DID, Document pour l'intégration et le développement, Association de loi 1901 reconnue d'utilité publique, tel 0033 01 48 01 09 44. .did.asso.fr http://www.did.asso.fr/. 4. Dans cette fonction de formateur, il s'agissait plus particulièrement d'organiser, d'animer et de suivre les actions d'insertion, d'évaluation et d'orientation réservées à des travailleurs handicapés dans le cadre des activités que proposait l'espace préparatoire de ce centre de formation avec l'appui des partenaires de l'insertion des travailleurs handicapés. 5. Un ingénieur de formation est, lui, chargé de mener des études et de capitaliser des actions innovantes dans le cadre des activités de recherche et de développement en ce qui concerne la formation, d'avoir une fonction d'ingénierie et de conseil, de conduire des actions de perfectionnement ou de formation pour des formateurs par exemple. 6. Claude Dubar. La socialisation, construction des identités sociales et professionnelles. Paris. Armand Collin. 1991-1996. 276 p. 1. Le contexte de l'expérience. 1.1. L'organisme de formation. Il s'agit de relater ici une expérience concernant le déroulement de stages d'insertion, d'évaluation et d'orientation à destination des travailleurs handicapés, réalisé entre 1986 et 1996 dans un des centres de formation de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Cette Association nationale de formation professionnelle fait, alors, partie du service public pour l'emploi. Cette présentation historique ne prend pas en compte les évolutions récentes du secteur de la formation professionnelle qui ont touché cet organisme comme d'autres pour ce qui concerne par exemple la régionalisation de la formation professionnelle des adultes ou l'obligation de réponse aux appels d'offres. 1.1. Un bref historique. Avant 1900, la formation professionnelle a toujours fait l'objet des préoccupations des artisans, des professionnels de tous ordres mais aussi des gouvernements. Déjà au Moyen Âge, les corporations réservaient une place importante à l'enseignement des connaissances pratiques et techniques de leurs membres. Le compagnonnage a su préserver cette organisation qui lie culture pratique au métier. La personne chargée de transmettre le savoir professionnel était le maître d'œuvre qui, arrivé au plus haut degré de son art, dispensait l'enseignement et les moyens de réalisation. En 1792, Condorcet, alors président du comité de l'instruction publique, déclare que l'instruction ne doit pas abandonner les individus au sortir de l'école, qu'elle doit embrasser tous les âges, qu'il n'y en a aucun où il ne fut possible et utile d'apprendre cette. Cependant, il faut attendre 1919 et l'institution de la loi Astier pour assister au développement de l'enseignement technique et voir jeter les bases du perfectionnement professionnel. C'est en 1945 que sera fondée la première association pour la formation professionnelle de la main-d'œuvre. Un décret de novembre 1946 définit la formation professionnelle par l'acquisition d'un métier, par la reconversion professionnelle et le perfectionnement dans un métier en vue d'une promotion.
En 1949, est créée l'ANIFRMO, Association nationale interprofessionnelle pour la formation rationnelle de la main-d'œuvre, dont le nom sera transformé quelques années après en AFPA, Association pour la formation professionnelle accélérée puis Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Dans les années 1970, suite à un accord interprofessionnel, est votée la loi sur la formation professionnelle continue. Le droit à la formation est institué. Les salariés peuvent, après un certain temps d'appartenance à l'entreprise, acquérir une formation complémentaire aux frais de celle-ci. En 1973, la formation professionnelle fait l'objet d'une section autonome du Code du travail dont l'article 1er stipule « La formation professionnelle constitue une obligation nationale ». Aujourd'hui encore, l'AFPA tente de répondre au mieux au parcours individualisé des personnes en adaptant le contenu de ces formations et la forme de ces enseignements par l'individualisation et la modularisation. 1.1.2 Les missions. L'AFPA est depuis sa création chargée d'une double mission. Elle est un organisme d'orientation et de formation. Elle a vocation à construire des références, par ses capacités d'étude et de recherche, par son savoir-faire en matière d'ingénierie et d'expertise et par ses compétences en matière d'orientation et de formation. Mais pour l'AFPA, la formation c'est aussi l'emploi et la lutte contre l'exclusion. Dans un contexte économique de plus en plus difficile, une priorité s'impose, celle d'empêcher que des personnes soient trop longtemps mises à l'écart de la vie professionnelle, de la vie sociale, de la vie tout court. Hier, cela passait sans hésitation, par la qualification pour l'emploi. Aujourd'hui, le combat contre l'exclusion commande de mettre davantage l'accent sur l'insertion par et dans l'emploi. L'AFPA exerce une mission de service public 8, qui permet aux institutions de disposer d'un outil de référence et d'un instrument privilégié pour mettre en œuvre leur politique de l'emploi. C'est le plus grand organisme français et européen de formation pour adultes. Cette position lui donne un rôle de modèle pour toute la formation professionnelle. 1.1.3 Les méthodes pédagogiques. Ce qui est pertinent à reprendre en considération, ce sont les méthodes pédagogiques sur lesquelles se reposait cet organisme de formation. Indirectement, ces préceptes ont eu leur influence pour la mise en œuvre des actions d'insertion, d'évaluation et d'orientation qui vont être analysées. Ainsi, à l'aide de quelques extraits d'un article paru en 1966 dans la Revue française du travail 9, il est possible de mieux comprendre sur quoi ont été construits les principes pédagogiques de cette association de formation. Ainsi, à cette époque, précise Pierre Orfila, la mission de l'AFPA est inscrite dans un cadre qui consiste essentiellement à mettre en place des moyens qui permettent à chaque individu d'obtenir une qualification professionnelle et cela suivant 3 directions principales. Faire acquérir les connaissances et les aptitudes nécessaires à la pratique d'un métier, aux individus qui n'ont pas pu bénéficier de l'enseignement scolaire traditionnel. Permettre la reconversion de ceux qui relèvent des secteurs d'activité en évolution, et aussi de ceux qui pour des raisons physiologiques diverses, diminués physiques, ne peuvent plus exercer le métier précédemment appris. Assurer le perfectionnement d'ouvriers, agents de maîtrise et techniciens, et aussi former des maîtres à partir de ceux-ci 10. L'auteur ajoute, pour atteindre ces objectifs, il faut d'abord considérer que la formation professionnelle s'adresse à des hommes et à des femmes engagés ou en cours d'engagement dans la vie professionnelle 11. Dans ce même article, Pierre Orfila, alors directeur des services de formation à l'AFPA, résume la méthode pédagogique, analytique et active dans ses règles et principes. Règles d'activité. Accueillir. Mettre en confiance. Créer et maintenir le désir d'apprendre. S'assurer que les élèves sont bien placés. Utiliser la forme expérimentale. Faire appel à la réflexion, à la mémoire. Aller du concret à l'abstrait. Enseigner la théorie, à l'occasion des travaux pratiques. S'assurer que l'enseignement donné est profitable. Surveiller l'exécution du travail. Intervenir en cas d'erreur. Donner à l'élève le moyen de connaître ses progrès. Règles d'analyse. Décomposer. Aller du simple au complexe. Règle générale. Varier les exercices. Détendre l'élève entre 2 périodes d'attention soutenue.
Ne pas tenir compte du temps au début. Utiliser la valeur éducative de la formation professionnelle. Créer l'esprit d'équipe. Instruire et aussi éduquer. Dans tout son enseignement, l'éducateur professionnel doit se souvenir qu'il n'a pas à mettre au point des automates habiles, mais qu'il doit former par le métier des individus aptes à leur métier d'homme, des hommes capables de participer activement à la prospérité du pays 12. Il conclut: la méthode FPA n'est pas un ensemble immuable de procédés pédagogiques, mais une conception méthodique de l'étude des problèmes de formation 13. 1.1.4. Les activités. Le rôle de l'AFPA ne s'est pas limité uniquement au champ de la formation, comme l'écrit Pierre Orfila. Sa mission est surtout d'amener les personnes à l'emploi par la formation, de les orienter et de les évaluer avant de les former. Ceci est assuré par les services de psychologie du travail qui réalisent l'entretien d'analyse initiale de la demande, l'entretien de conseil en formation, le bilan d'orientation, le bilan d'évaluation, le suivi psychopédagogique de la formation, la session d'orientation approfondie et depuis 1991, le bilan de compétences qui donne la possibilité à tout salarié de faire le point sur son parcours professionnel. L'AFPA est partagée en 3 systèmes de formation. La formation professionnelle proprement dite, les dispositifs de préformation professionnelle et de préinsertion, avant ou après la formation, ainsi que d'un service de validation, voir le schéma à la page suivante. Le dispositif de formation professionnelle pour adultes. Le parcours en préformation est une étape préalable à un parcours de formation. Son objectif reste l'admission en formation qualifiante par un travail sur l'affinement d'un projet professionnel et par la remise à niveau des connaissances générales de la personne. En préinsertion, il s'agit, prioritairement, de trouver ou de retrouver des compétences affectées par une trop longue rupture avec le monde du travail. Le chemin nécessaire pour atteindre cet objectif est parfois long et complexe. Dans ce système, ce qui est visé c'est davantage le retour vers la vie professionnelle que la formation qualifiante. L'AFPA est une référence en matière de formation qualifiante. Pour cela, elle s'appuie sur des principes qui, tout en reprenant ceux que nous indiquait Pierre Orfila, ont tenu compte des évolutions des besoins de formation. Le contenu de la formation est le plus proche possible du contenu du métier. La pédagogie est centrée sur l'exercice même du métier. Les lieux de formation sont ordonnés comme des entreprises. Les équipements mis à la disposition des stagiaires sont nombreux et modernes. La formation est intensive, à temps plein et en groupe restreint. Les formations comportent pratiquement toutes des séjours d'application en entreprise. L'alternance rapproche la formation du métier. La formation s'intéresse à la recherche d'emploi et l'intègre. De plus en plus, l'ouverture à de nouveaux publics entraîne fatalement une individualisation des parcours de formation. Il s'agit non plus de sélectionner des personnes qui conviennent à l'offre de formation, mais de construire des itinéraires de formation qui s'apparentent à la demande de l'intéressé. Par souci d'efficacité, l'AFPA a mis en place des formations modularisées qui permettent aux personnes de combiner différentes parties de la formation validées par des attestations de formation. L'AFPA propose aussi des filières de formation horizontale ou verticale par des compléments de formation, pour donner la possibilité aux personnes d'évoluer dans leur métier, d'où l'emploi du terme de professionnalisation. Les autres activités de l'AFPA concernent l'assistance technique, la coopération européenne, ainsi que la formation de formateurs par l'intermédiaire de sa direction technique et de ses départements techniques sectoriels, bâtiments, industrie et tertiaire, de son Institut de l'orientation et de l'insertion et de son Institut national des métiers de la formation. Être partenaire, avoir des partenaires est aussi une de ses particularités, c'est pourquoi il est de plus en plus indispensable pour l'AFPA de trouver des partenaires de formation pour certains types de populations, jeunes, handicapés, etc., de développer le partenariat avec les entreprises pour la formation continue des salariés par exemple. Depuis 2002, la validation des acquis de l'expérience 14, VAE, est venue s'ajouter aux activités de l'association. Il s'agit d'offrir la possibilité à toute personne prouvant de 3 années d'expérience en lien direct avec ces expériences d'accéder à une certification, diplôme, titre professionnel ou certificat de qualification professionnelle.
1.2. Le centre de formation. Ce centre de formation 15 comprend bien sûr un ensemble de formations techniques qu'il n'est pas utile de présenter ici. Mais il y a aussi, pour ce qui est du domaine préparatoire, un espace qui peut alternativement et suivant les demandes mettre en place une section de préparatoire sectoriel du bâtiment, un module d'étapes d'émergence et d'élaboration de projets, un stage d'insertion, d'évaluation et d'orientation pour travailleurs handicapés, un accompagnement individualisé à la recherche d'emploi pour travailleurs handicapés, des stages d'accès à l'emploi, des sessions d'orientation approfondie, des sessions de techniques de recherche d'emploi et un dispositif d'enseignement à distance. 1.2.1. L'historique de l'espace préparatoire. En 1975, les activités du centre sont uniquement réservées à la formation au métier du bâtiment. En septembre de cette année-là, une unité de préformation de jeunes travailleurs, PJT, a été ouverte par ordonnance du gouvernement de l'époque. Cette création fait suite à celle de 1969 destinée à endiguer la montée du chômage parmi la population des jeunes. À l'origine, cette unité est composée de 2 sections de 20 places, réservées en priorité aux jeunes gens ou jeunes filles en échec scolaire, âgés de 16 à 18 ans. Ce stage de remise à niveau des connaissances générales et d'orientation vers les sections de formation de l'AFPA dure 14 semaines. Il est encadré par 3 formateurs et animateurs. Un pour la salle de cours, un pour l'atelier et un pour les activités sportives. Ces 2 derniers interviennent sur les 2 groupes, le ou la psychologue du travail participant à la décision finale d'orientation. Les travaux en salle de cours sont centrés sur la remise à niveau des connaissances générales et la préparation à la formation choisie et envisageable. En atelier, les stagiaires ont la possibilité de s'essayer à divers métiers du bâtiment. Le sport leur donne en plus le moyen de s'entretenir physiquement, tout en étant un lieu d'observation des comportements. L'ouverture de cette unité est ressentie dans le centre de façon particulière. Pour la première fois pour un groupe en formation, on ne prépare pas un examen, on n'utilise pas une progression pour l'enseignement technique, on n'a pas un contenu précis de formation. De plus, la population est très jeune, en situation difficile et qui plus est mixte. Quelques années plus tard, la dénomination est modifiée pour devenir Préformation des jeunes demandeurs d'emploi, PJDE. Si le principe et le contenu restent identiques, le grand changement consiste en l'accueil d'une population de plus en plus en difficulté scolaire et sociale. Les jeunes femmes deviennent plus nombreuses. En conséquence, les activités proposées s'éloignent du monde du bâtiment en crise économique pour d'autres activités de la métallurgie, du travail administratif ou de l'hôtellerie et de la couture par exemple. Devant la montée incessante du chômage des jeunes, les gouvernements successifs mettent en place de plus en plus d'actions à leur destination. Pour ces diverses raisons, mais aussi pour mettre en place la formation par l'alternance, l'équipe psychopédagogique a conçu une nouvelle offre de stage de préformation, dénommée Évaluation et orientation professionnelle, EOP. Il s'agit, avec la même organisation, durée de 14 semaines, même nombre de formateurs, mêmes locaux, de proposer des actions où les demandeurs d'emploi peuvent venir réfléchir sur leur orientation professionnelle et vérifier lors de périodes d'application en entreprise la faisabilité de ce projet. La mixité reste de mise. L'âge est ouvert jusqu'à 25 ans, puis rapidement jusqu'à 50 ans. Les psychologues du travail assurent sur ces actions un suivi continu des stagiaires. L'accueil des personnes possédant une reconnaissance de travailleurs handicapés se fait en petit nombre, régulièrement, sans que cela demande une attention spécifique ou une organisation particulière. À cette date, l'équipe psychopédagogique préférait mélanger des populations, jeunes, femmes, travailleurs handicapés, etc., plutôt qu'organiser des actions spécifiques. Il faut attendre 1987 et plusieurs demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud Finistère, CPAM, pour voir se mettre en place la première action spécifique réservée à des travailleurs handicapés, dans le cadre d'un stage qui est dénommé « Insertion, évaluation et orientation pour les travailleurs handicapés » IEOTH 16. L'espace préparatoire, à ce moment-là, peut proposer divers produits de formation en fonction des besoins ressentis et repérés par l'équipe psychopédagogique de ce dispositif.
Il convient de constater que ces offres de formation sont plus des offres de produits, et ne tiennent pas trop compte d'une approche identitaire des stagiaires susceptibles d'être accueillis. Ainsi, on peut constater un écart certain entre les produits de formation proposés et les populations qui pouvaient en bénéficier. 1.2.1.1 La préparatoire sectorielle du bâtiment. Ce stage de 10 semaines regroupant 12 stagiaires est encadré par un formateur, à la fois du secteur professionnel pour la partie atelier, bâtiment par exemple, et à la fois animateur pour la partie remise à niveau et orientation. Il s'agit de permettre à des stagiaires de définir un projet professionnel dirigé vers les métiers du bâtiment et de leur faire effectuer une remise à niveau scolaire individualisée, afin de favoriser leur entrée en formation qualifiante. Le formateur est aidé dans ses fonctions par un moniteur d'éducation physique et sportive et un psychologue du travail. Les formateurs utilisent les ateliers de raisonnement logique et l'outil informatique équipé de logiciels de remise à niveau. Une démarche d'autonomisation et de prise en charge est inculquée aux stagiaires. Les services de psychologie du travail assurent le recrutement des stagiaires et le suivi de l'action. Les stagiaires, à leur demande, peuvent aller en entreprise vérifier leur projet de formation afin de le confronter à la réalité. Les formateurs réalisent un suivi de la période d'application en entreprise, pour évaluation. 1.2.1.2 L'étape d'émergence et d'élaboration de projet. Cette action doit aider ces 12 participants à s'investir dans un parcours de formation qualifiante adapté à leurs besoins au sein de l'AFPA, mais aussi en externe à faciliter l'articulation entre l'association et ses partenaires inscrits dans les activités d'accueil, d'information, d'orientation et de formation. La pédagogie est basée sur les principes de l'histoire de vie 17 et sa prise en compte par le stagiaire dans les différentes phases de l'élaboration de son projet professionnel. L'objectif visé par le formateur est de permettre aux stagiaires d'élaborer un projet personnel et professionnel réaliste, d'en définir les étapes et les conditions de sa mise en œuvre. Chaque stagiaire devra présenter son projet et le soutenir devant un jury de personnes extérieures à l'encadrement du stage. Lors de cette préparation, d'une durée de 8 à 10 semaines, les stagiaires vont aussi vérifier en entreprise, lors d'une ou plusieurs périodes, leur projet. 1.2.1.3 L'accompagnement individualisé à la recherche d'emploi pour les travailleurs handicapés. Dans le cadre de cette action, l'objectif est de donner la possibilité à des travailleurs handicapés possédant des acquis professionnels suffisants, en quête d'une fonction bien définie, de bénéficier d'une formation à la recherche active d'emploi et d'une aide au placement par l'intermédiaire de périodes d'application en entreprise, pour faciliter leur embauche et favoriser leur insertion professionnelle. Les candidats à cette aide sont présentés par les différents partenaires participant au plan d'épargne. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.